Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par Mobile Legends Adventure. Mobile Legends Adventure, c'est un idle RPG apprécié aux 27 millions de téléchargements. Collectez des ressources et devenez plus fort simplement en dormant. Les ressources s'accumulent automatiquement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les héros se battent seuls pendant que vous faites autre chose. Waouh, mais ça veut dire que je peux faire plein d'autres choses en même temps? Mais vous pouvez jouer aussi. Ah, ok, on va faire ça alors. Mobile Legends Adventure est le jeu idéal pour occuper votre temps libre et jouer 5 ou 10 minutes quand vous avez une pause, avec son scénario captivant et ses 85 héros uniques. 85? Mais ça fait au moins des centaines! Pardon. Faites preuve de stratégie pour composer votre équipe et profitez du spectacle avec des personnages de haute qualité. Waouh, j'ai Gâteau Caca. C'est un vrai personnage. Dès maintenant et jusqu'au 6 janvier, participez à l'événement de Noël et recevez des récompenses uniques. Faites des vœux et attendez les cadeaux du Père Noël. Et par Père Noël, je veux évidemment dire Jean-François du service marketing. Bonjour. Connectez-vous tous les jours pour recevoir 70 parchemins d'invocation gratuits et collecter des skins de Noël à durée limitée. Jeu gratuit disponible sur Android et iOS. Téléchargez-le avec le lien en description. Utilisez le code à l'écran pour obtenir 1000 diamants et 20 parchemins d'invocation. Un, deux, trois, quatre. Il était une fois l'histoire de deux gentilshommes. Le premier s'appelait John Carmack, un programmeur de génie. Ses talents de codage impressionnaient la galerie. J'ai programmé Commander Keen sur MS-DOS car mon patron ne regardait pas. Si les jeux sont fluides sur PC, c'est vraiment grâce à moi. Effectivement, si Carmack n'avait pas eu son cerveau aiguisé, aujourd'hui encore, nos jeux seraient éclatés. Le second était John Romero. Son truc à lui, c'était de faire des niveaux. Les gars, je suis une putain de rockstar. Avec ses mains, je vais gagner des milliards. Ensemble, ils fondèrent une nouvelle société. Et dans le jeu vidéo, elle allait tout changer. Wolfenstein, Doom 1, Doom 2, Quake, etc. Wow, c'est vraiment un livre pour enfants, ça? Romero et Carmack, rien n'arrêtait leur ascension. Et très rapidement, ils se noyaient dans leur propre pognon. Mais si les deux hommes étaient déjà rentrés dans les annales, Carmack serait la fourmi et Romero la migale. La cigale? Ta gueule. L'un était concentré, sérieux, on ne plaisante pas, quand l'autre aimait parler, frimer et les lumières des caméras. Pendant le développement de Quake, les problèmes commencèrent. Romero était frustré, énervé et ses collègues l'engueulèrent. Tu te déconcentres, tes équipes tournent en rond. Finis le putain de jeu au lieu de faire le con. Mais j'en ai marre, moi, je veux m'amuser. Sortir le jeu vite, c'est tout ce à quoi vous pensez. Romero, en tant que créatif, voulait se lâcher, renouveler le genre, créer la nouveauté. Mais Carmack, lui, ne l'entendait pas ainsi, et de plein d'idées cool, Quake fut raccourci. Les deux hommes avaient du jeu vidéo une vision bien différente, et les altercations devenaient de plus en plus fréquentes. Le premier pensait que la technique était la seule chose qui comptait. Tout le monde s'en fout de l'histoire, ce qui compte c'est de s'amuser. Le second ne voyait pas les choses comme ainsi, et sans hésiter, il répondit « Sans idée neuve, moi j'abandonne. Nos jeux n'intéresseront personne. » Alors, ce qui devait arriver arriva, et Romero sa propre société fonda. En grande pompe, le premier jeu, il annonça, et celui-ci s'appellera Dai Katana. En japonais, ça veut dire grosse épée.
Daikatana, c'est un jeu de légende parmi les jeux pourris. C'est un peu comme Duke Nukem Forever, mais sans les nichons. Et comme pour Duke Nukem, il est important de comprendre comment ce jeu est apparu. Quand Romero quitte sa société, il décide de faire l'inverse de tout ce que faisait id Software. Il développe dans des petits studios, boum, il investit dans des bureaux énormes. Il bossait sur un seul jeu à la fois, boum, il décide de bosser sur 3 jeux en parallèle. Ils ont fait des jeux à succès, boum, il fait une grosse merde. Ah non, pardon, j'ai zappé à la fin de l'histoire, revenons en arrière. Romero investit le tiers de sa fortune personnelle. Il va démarcher des éditeurs comme Eidos qui investissent également une partie de la montagne de pognon générée par Tomb Raider. 8 jeux sont préachetés et sa compagnie s'appellera Ion Storm. Le jeu s'ouvre par une cinématique qui dure tellement longtemps que j'ai eu la sensation de voyager dans le temps. Heureusement que cette version PC est redoublée, contrairement à la version Nintendo 64 qui est... soporifique, en plus de ramer assez pour participer aux épreuves d'aviron. L'histoire donc se passe dans un Japon futuriste, on y incarne Hiro Miyamoto, évidemment en référence à Shigeru Miyamoto, le mec qui a créé l'excellent Wii Music, qui est un épéiste modeste qui s'entraîne dans son dojo quand par une belle nuit d'été... je vais en Bretagne. Un vieillard arrive et nous raconte l'histoire de ses ancêtres, la famille Ebihara. Je vous promets que vous ne regretterez pas le temps que vous m'aurez accordé. Non, ça c'est ce que toute personne normale aurait fait, mais là on est dans un jeu vidéo. Loin dans le passé, il y a des millénaires, les familles Ebihara et Mishima étaient opposées dans la lutte pour le pouvoir au Japon, jusqu'au moment où Usagi Miyamoto, ancêtre d'Hiro, forgea l'arme suprême, la grosse épée, qui permit à la famille Ebihara de vaincre la famille Mishima grâce à ses pouvoirs mystiques qui permettent à son propriétaire de voyager dans l'espace et le temps. Des katanas, des samouraïs du futur qui voyagent dans le temps. Attendez, je note quelque chose dans cette lettre, je la scelle et on se retrouve à la fin de la vidéo. Les Mishima furent donc vaincus par les Ebihara, mettant un terme à la guerre. Des siècles plus tard, un descendant des Ebihara se mit en tête de retrouver le Daikatana, qui avait disparu depuis la grande bataille. J'espère que vous suivez. Jeté dans les entrailles du mont Fuji par votre ancêtre, car trop puissant et trop dangereux. Ebihara retrouve donc la trace de l'épée, mais plot twist! Excellente blague, son assistant se révèle être en fait Kage Mishima, descendant de la famille Mishima, et l'a précédé. Il dérobe le Daikatana et emploie ses pouvoirs magiques pour voyager dans le temps et changer le cours de l'histoire. Oh mon Dieu, ils ont changé le cours du temps! Tout le monde porte des masques des dinosaures! Le vieil homme nous demande donc de retrouver le Daikatana détenu par Mishima, ainsi que sa propre fille, Mikiko, disparue pour avoir tenté de s'emparer de l'épée. Retrouvez ma fille et le Daikatana. Et j'aime beaucoup comment notre héros gobe instantanément tout ce qui est dit. Je suis un prince nigérien venu du futur. Je suis venu quérir ton aide pour pouvoir reconstituer la cornemuse magique afin d'aligner N'en dites pas plus. J'attrape mon manteau. Et attendez une minute. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes vraiment nigérien ? Et ainsi commença la création du jeu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était ambitieux. 15 niveaux, 25 armes, 64 monstres, 4 périodes temporelles, et en plus, le jeu doit être une révolution visuelle. 7 mois pour tout finir, sachant que l'équipe part de zéro, qu'il faut recruter tout le personnel. Eh ben allez, let's go. Évidemment, grâce au fric filé par Eidos, le recrutement attire un peu n'importe qui. Ouais, j'ai très hâte de rencontrer notre nouvelle équipe de développement. Pour ma part, j'ai eu mon petit succès avec des mods, notamment sur Tomb Raider, avec Lara Croft à poil. Encore Lara Croft à poil. Ah non, tiens, ça c'est moi. À poil. C'est votre fille, la photo? Je peux la prendre, la photo? Bah, il a qui, ce chien? Bah, c'est le mien. En fait, je me suis dit que peut-être c'était possible de... En gros, Romero commence à recruter des gens qui ont construit des maps sur le moteur de Quake avec comme seul critère de recrutement leur nombre de téléchargements sur internet. Donc forcément, ça donne un peu n'importe quoi. Le jeu commence donc son développement sur le moteur de Quake 1 et est censé sortir fin 97. Mais à l'E3 de cette même année, id Software présente la démo de Quake 2 littéralement sur le stand d'à côté qui, évidemment, ridiculise Daikatana. Romero décide donc de repousser la sortie du jeu pour le remettre à la pointe de la technologie. Il se dit bêtement... Tranquille, nos programmeurs connaissent déjà le moteur de
de Quake 1. Ça leur prendra quoi, 2-3 mois pour faire le portage? Merde. Le jeu sort donc sur PC avec un portage sur Nintendo 64 et sur Game Boy Color. Vraiment? Ah ouais? Game Boy... Ok. Après la très longue cinématique, le vieux meurt assassiné en nous disant de se planquer dans son cercueil quand ils viendront chercher son corps. Débrouillez-vous pour vous faire enfermer dans le cercueil. Alors si j'étais mesquin, je dirais ok, mais la personne qui emmène le cercueil avant de le refermer, elle va peut-être bien voir qu'il y a 2 corps dedans, non? Oups. Mais passons, commençons le jeu. Ok, je sais même pas par où commencer. Ne t'inquiète pas, vas-y doucement et dis-moi où c'est que le jeu t'a touché. Bon alors déjà, hein, le jeu sort en mai 2000 sur le moteur de Quake 2, et soyons clairs, ça... En 2000... That's no good. En 2000, déjà, il y a Quake 3 qui sort, mais ça fait surtout 3 ans que GoldenEye est sorti. 2 ans que Half-Life est sorti. C'est comme se pointer en 3e année de fac d'art appliqué et de ramener le dessin de ta petite sœur. Mais je sais pas, j'ai du mal à dire ce qui m'agresse le plus en ce début de partie. Est-ce que c'est l'image Verpice, le fait que le jeu te fasse commencer sans préliminaire par un niveau dans les égouts, un peu comme si tu allais dans un bar et que tu commençais à vomir avant même de boire ton premier verre? Ou est-ce que c'est le sound design instantanément insupportable? C'est le sound design. Le pire, c'est qu'il y a une musique dans le jeu qui est pas immonde quand on l'écoute. Mais pour une raison inexplicable, ils l'ont baissé au minimum. Du coup, les vagues moments où tu l'entends, on dirait juste qu'il y a une fête à côté. Oh, mais c'est pas... Vos gueules! Je m'entends plus m'emmerder, là! Par contre, on a mis les bruitages à fond, c'est important pour l'ambiance. Mais venons-en à un des principaux problèmes de ce Daikatana. Les armes. J'ai commencé à soupçonner que quelque chose allait mal se passer quand après moins de 30 secondes, j'ai voulu tirer avec la première arme du jeu sous l'eau et que ça m'a pété à la gueule sans raison. Hein. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est moi qui fais quelque chose de mal. Hein. Je veux dire, la première arme du jeu ne peut pas être autant à chier. C'est comme si ton date se mettait à lâcher des énormes caisses au bout de quelques minutes lors de votre premier rendez-vous au restaurant. Mais si, le problème c'est que toutes les armes d'une manière ou d'une autre te reviennent à la gueule. Hein. L'arme de base lance des projectiles qui rebondissent sur les murs, et notamment dans ta gueule, ce qui n'est pas très pratique quand tous les ennemis pendant les 2 premières heures de jeu font 10 cm de haut et que donc tu dois viser tes pieds. Mais ne vous inquiétez pas, une autre arme arrive peu de temps après, je vous déteste. Le lanceur de mine. J'ai jamais vu un truc qui inflige autant de dégâts à soi-même à part poster son opinion politique sur Twitter. Hein. Cette arme lance des mines 2 mètres devant toi qui ont un rayon d'explosion de 4 mètres. À quoi sert cette merde? Même si tu veux jouer un tant soit peu intelligent en te décalant dans un coin de mur pour tirer, tu passes ton temps à coller tes mines sur des murs invisibles parce que les hitbox de ce jeu sont tout éclatés. Coucou. Merde! Oh mais allez, mais vas-y, mais qu'est-ce qui me tue là? Bon allez, celui-là j'ai visé... Ah la con de ta race! Ta mère! Ta sœur! Ton cul! Mais calme-toi. J'ai pas besoin de me calmer, j'ai besoin que lui, il arrête de m'énerver! Non, parce que, en gros, t'as le choix entre le lance-mine et ses murs invisibles, le lance-roquette qui tire des mini-bombes nucléaires, le lanceur de boules disco qui tue tout le monde dans la pièce, toi y compris. Les armes de ce jeu sont tellement à chier que le wiki a littéralement une catégorie intitulée Self-Damage. Vous savez quoi? Je vais juste utiliser mes points, parce que là, au moins, je risque rien. Et le Daikatana, vous me direz, hein, vous savez, l'arme ultime, la grosse épée qu'on doit retrouver, le nom du jeu, littéralement. Mais la vraie question, c'est plutôt pourquoi est-ce que j'utiliserais un sabre dans un monde où j'ai des putains de canons laser? C'est cette scène dans Indiana Jones, là, mais en pire. Dès 97, la campagne de promotion du jeu commence. Et pour ça, rien de tel qu'un petit peu de violence. Romero va faire de vous sa salope. Ouais.
Niveau bon goût, c'était pas vraiment au top. Il aurait peut-être mieux fait de s'occuper de son équipe, qui pendant ce temps-là allait tout droit au casse-pipe. Oui, effectivement, pendant que Daikatana a commencé sa campagne de promotion, de l'autre côté, tu avais les programmeurs et les artistes qui s'engueulaient et des systèmes de jeu entiers qui étaient implantés et servis à moitié cuits. Ah, bah tiens, regardez, voilà, waouh, j'ai level up, génial. Et oui, parce que en plus d'être un mauvais FPS, Daikatana, c'est aussi un mauvais RPG. Super! Le jeu possède 5 statistiques, Power, Attaque, Speed, Accro pour... Acro-branche, je suppose, et vitalité. Mais un truc qui aurait été bien, c'est par exemple d'expliquer à quoi ça sert. Genre, c'est quoi la différence entre power et attaque ? Ça sert à quoi la vitalité, vu que de toute façon mon nombre de PV est limité à 200 ? C'est quoi l'accro ? Ou l'agro ? C'est même pas, vous êtes même pas foutu de prendre une police lisible là. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est qu'au bout de plusieurs heures de jeu, visiblement power avait l'air d'augmenter mes dégâts. Voilà, donc je deviens plus puissant, donc mes armes deviennent plus puissantes. Logique. Fatigué que vos balles ne traversent pas les murs ? Oui. Prenez des vitamines ? Mais c'est n'importe quoi, dis donc. Après le hors-d'œuvre des égouts, on arrive donc dans la prison et il va être l'heure de commencer à cliquer un peu partout au hasard sur les différentes consoles pour chercher les interrupteurs cachés. Et on aura la joie d'entendre à chaque fois votre personnage faire ça. C'est bon, on a compris la blague. Pitié. Ah oui, bah oui, nous y voilà, le grumeau dans le lait, le premier compagnon, le visuellement improbable Superfly. Référence au film Superfly. En effet, Romero, dans ce jeu, avait à l'esprit de s'inspirer grandement d'un buddy movie. Mais trop complexe, manque de moyens et de temps, les compagnons étaient de la merde, tout simplement. Et si vous pensiez déjà avoir tout vu, baissez votre ceinture et ouvrez grand votre cul. Superfly est l'ancien chef de la sécurité de la prison où on se trouve, et bien sûr on peut compter sur son aide précieuse pour nous aider à retrouver Mikiko. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Elle a dû arriver il y a quelques semaines. Une asiatique ? Oui, c'est elle. Tu veux dire que tu as vu une fille asiatique au Japon ? Oui, c'est sûrement elle. Mais déjà, avant d'aller plus loin... Excuse-moi, Candice. Je réalise maintenant que t'étais loin d'être la pire. Les compagnons dans Daikatana, c'était un des gros points de communication du jeu. Les compagnons étaient d'ailleurs une chose unique à cette version PC, puisque la version Nintendo 64 ne les avait pas intégrés. Tu passais ton temps à te battre tout seul et à buter des centaines d'ennemis, et dès qu'une cinématique arrivait... Hiro, je pense que nous devons... Oh mais putain, mais vous êtes qui, merde ? Je ramasse donc Superfly et je monte d'un étage quand ce dernier se dit qu'il irait bien attaquer les robots géants à main nue. Évidemment, il meurt. Et quand votre compagnon meurt dans ce jeu, eh bien c'est le game over. Oh, je n'aime pas cette direction. Du coup, je vais plutôt regarder de l'autre côté, en fait. D'ailleurs, alors, j'ai pas précisé, mais je joue à une version patchée du jeu, qui me permet de cocher cette petite case, qui permet de sauvegarder n'importe où. Parce que sans cette petite case, eh bien, j'aurais dû récupérer des cristaux de sauvegarde qui limiteraient le nombre de fois où j'aurais pu sauvegarder, un petit peu à la manière du premier Tomb Raider. Et je vais être transparent avec vous. Ah, putain, je m'adore. Bref, heureusement que le jeu a été patché pour les sauvegardes parce qu'un truc qu'il aime bien faire, c'est genre te piéger dans des endroits où tu n'as aucun autre choix à part bien aller te faire mettre en attendant la mort, ou aussi plusieurs moments où ils ont placé un loading, donc une sauvegarde juste avant un mob. Connard, 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 connard. Ou encore mieux, des sauvegardes automatiques où le jeu décide subitement que ça serait une bonne idée de faire apparaître 15 ennemis qui n'étaient pas là avant le chargement. Vous êtes sérieux là ? C'est quoi ce putain de peloton d'exécution subitement ? Merde. Mais bah oui, super, allez, merci. Au chargement, on fait ça, bravo. J'applaudis. Ah, putain, c'est vrai. Et en plus, je commence bien de dos, et il y a l'autre connard au milieu, et putain. Ah. Mais putain, mais pourquoi est-ce que je dois vivre ça? Et pourquoi mon personnage, il nage dans la sauce tomate? J'y vois rien. Merde. Ok, maintenant faites preuve d'imagination pendant à peu près 1 minute, hein. Vos armes vous tuent. Il y a des pièges, et vous faites un game over à chaque fois que l'un de vos compagnons qui ont à peu près l'intelligence d'une chaise pliante meurt, le tout sans sauvegarde.
J'en suis à un stade où je pense que certains jeux ont été créés uniquement pour tester ma patience, en fait. Et t'as oublié les dégâts de chute. Et j'ai oublié les dégâts de chute. Daikatana est ce qui s'appelle un fast FPS, ce qui veut dire que votre personnage passe de 0 à 100 km/h en moins de 1 seconde. Regardez à quel point je vais vite, là, sans même avoir augmenté mes points en vitesse. À quel moment quelqu'un s'est dit que dans un jeu comme ça, avec une vitesse pareille et un design si vertical, ça serait une bonne idée d'ajouter des dégâts de chute? Oh, mais sérieusement, même dans l'eau, on prend des dégâts. Bah ça, il avait raison, hein, Romero, le jeu il me marche tellement sur la gueule que ouais, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être sa salope. C'est combien? 20 balles. Quoi? Bref, donc je recharge, ce coup-ci je décide de partir loin devant mon compagnon, histoire de buter les ennemis loin devant lui pour que lui ne se fasse pas tuer. Ok, 3e essai. Oui, votre compagnon est visiblement très émotionnellement investi pour un mec qui vous a rencontré il y a moins de 5 minutes. Donc, je recharge la sauvegarde, je réussis à avancer un peu, je tue les ennemis et... Il est mort dans la porte! Il est mort dans la putain de porte! C'est ça qu'il aurait fallu mettre sur la pub du métro, là, avec le lapin qui se coince les doigts dans la porte. Ça aurait vachement plus impressionné les enfants. Non, pas le lapin. Et oui, je dis vos compagnons, parce qu'au bout de quelques heures de jeu, ça n'est pas un compagnon, mais 2 qui vous suivront. Pour 2 fois plus de fun. Eh Mikiko, ça te dirait de venir avec moi et de te coincer dans les murs comme une conne avec l'autre débile mental? Cool. Bienvenue donc à Mikiko, fille du vieux type du début, une sympathique demoiselle. Ok, calme-toi Mussolini. Quelque chose me dit cependant que ce personnage qui cherche le Daikatana absolument, qui tue les gens des armées et qui propose de laisser tomber mes alliés à la moindre occasion... Des nouvelles de Superfly? Pas la moindre idée. Pourrait être n'importe où. Autant l'oublier et nous échapper au plus vite de cette horrible époque. Ah, peut-être quelque chose de louche. Lisons le livret du jeu. Sa mère est morte quand elle était jeune. Cela dit, il est impossible de savoir à quel point ce meurtre l'a affecté. 3 petits points. C'est sûrement mon imagination. Bref, vos compagnons ne sont pas que de simples PNJ qui vous suivent. Ils possèdent tous les deux leur barre d'armure, mais aussi leurs armes et leurs munitions. Donc il faudra aussi régulièrement les laisser prendre vos items, vos armes ou vos medipacks. Enfin, ça c'est quand ils veulent bien, parce que dans la plupart des cas, ils seront pris de spasmes de panique quand vous leur demanderez de ramasser un objet. Et encore, ça c'est quand ils acceptent. Prends l'armure. Certainement pas. Non. Attends, je t'ai pas demandé si t'étais d'accord. Prends l'armure. Telle n'est pas ma volonté. C'est pas vrai, mais je rêve. Prends le soin, bordel. Je n'en ai pas l'intention. T'as 2 points de vie, connasse. Prends le soin. Je n'en veux pas. J'en veux pas, j'aime pas la couleur. Ça pique la langue. Évidemment, le jeu ne te laisse pas finir le niveau sans tes compagnons, donc à partir de ce moment-là, les choses prennent rapidement la tournure d'une gigantesque quête d'escorte où tu dois accompagner 2 bébés suicidaires. Non. Bon alors après, vous pouvez quand même donner quelques commandes basiques, du style « suis-moi »,« reste ici »,« ramasse cet item »,« je jure que je vais te mettre un doigt dans le cul si tu continues à te coincer partout ». Mais c'est pareil, là je dis à mon compagnon de rester là, je pars seul devant lui pour nettoyer, et... il s'est fait tuer par des mouches. L'ennemi le plus putain de basique du jeu. Quand je dis reste là, ça veut pas dire ne te défends pas, par pitié. Et évidemment, ça serait trop simple. Je peux pas juste appuyer sur un bouton d'ordre du genre suis-moi en étant un petit peu plus loin devant eux pour qu'ils me rejoignent. Non, surtout pas. À chaque fois que je veux leur donner un ordre, je suis obligé de faire tout le niveau en arrière jusqu'à eux pour leur susurrer à l'oreille. Suis-moi. Bref, on va pas rester 1000 ans là-dessus, finissons avec un best-of.
inspiré d'un buddy movie, ce truc? C'est quoi le buddy movie? Cet hiver, ne ratez pas le buddy movie qui va faire sensation. Je vais foncer dans le tas. Couvre-moi et ce coup-ci fais pas le con. John et la chaise pliante. Vous allez vous plier en deux de rire. Après avoir donc récupéré le Daikatana, on rencontre Mishima qui a voyagé dans le temps parce que la souillure du temps... Bref, on s'en fout. Il possède lui aussi le Daikatana et nous dit... Si leurs lames devaient se croiser ou même s'effleurer, le monde tel que nous le connaissons cesserait d'exister et nous serions tous anéantis. Après quoi, il décide de nous tuer en nous envoyant voyager dans le temps. Oh non, pitié, non, ne fais pas ça, ça marchera pas, tu le sais très bien, ça marche jamais dans les scénarios, ce genre de merde. Mais fin à ce cauchemar, par pitié, qu'on en finisse. Non! Et nous voilà donc arrivés en Grèce sans nos compagnons. Évidemment, on retrouve bien vite Castor et Pollux avant de se faire à nouveau téléporter, ce coup-ci au Moyen-Âge, l'occasion pour Mikiko de briller par ses talents de déduction. Ce ne serait pas un village là-bas? Oui. Mikiko. On y aura bien sûr notre lot de nouvelles armes, comme l'arme qui tire des boules empoisonnées qui rebondissent partout. Repose ça tout de suite. Ou d'autres armes dont le but m'échappe complètement, comme le marteau d'Hadès, qui visiblement ne sert à rien par s'infliger des dégâts à soi-même. Oh mon Dieu! De toute façon, ça veut dire quoi le marteau d'Hadès? Ça existe même pas, et pourquoi pas la cornemuse de Jésus aussi? Bref, faites comme si ce niveau n'existait pas, et on arrive donc à Los Angeles en 2030 pour le niveau final, et ce niveau, c'est un peu le boss des tests de patience pour voir si vous méritez la fin du jeu. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? On est où là? Dans Squid Game? Bon, allez, courage, hein, on est presque arrivé au bout du tunnel, le pire est derrière nous. J'ai l'attention de hamster que tu es frais à coup de fusil à pompe, mais c'est bon, on est au boss final. Ok, c'était bizarre. Et après un affrontement contre Mishima horriblement dur où il faut faire super attention à ce que les sabres ne se touchent pas parce que sinon absolument rien ne se passe, Mikiko plante Superfly dans le dos et vous trahit pour s'emparer du Daikatana. Oh mon dieu, quel incroyable retournement! C'est donc l'heure du véritable boss final. C'est déjà fini. Je vais même pas commenter ça, je veux juste dire que je suis heureux que ça soit terminé et pour le reste on se reverra au procès. Hiro rétablit la ligne temporelle je sais pas trop comment et enferme le sabre sous sa maison comme dans le Da Vinci Code. Kimiko est en vie avec Superfly dans une autre ligne temporelle. Et attendez, je rouvre la lettre du début. Tellement. Après 3 ans de douleur et moult problèmes, le rush final pour sortir le jeu commence avec pour objectif Noël 99, mais c'est encore un échec, le délai est dépassé, et les quelques semaines que s'était accordé l'équipe pour peaufiner les détails se transforment rapidement en un crunch de plusieurs mois. Et dans le temps et la douleur, le jeu fut accouché après la démission de plusieurs directeurs et d'un tas d'employés. Une année entière de labeur, 14 heures par jour à cravacher, sous la chaleur des ordinateurs, pour faire d'un bol de merde un steak haché. Détail amusant, dans une des filiales de la société, sans Romero sur le dos, les gens faisaient de la qualité. À l'image de cet autre jeu, créé par un studio annexe, qui reçut des avis élogieux, et dont le nom est Deus Ex. Et maintenant que l'histoire est finie, quelle est donc la morale, mes braves amis? À vouloir voler trop haut, Romero s'est brûlé les ailes. Il s'imaginait être le héros, mais il oublia l'essentiel. Lorsque l'envie vous prend d'essayer quelque chose de bien, abandonnez rapidement avant d'échouer comme un chien. Joyeux Noël!